Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis, bonjour, bon dimanche. Une émission avec une teinte un peu moins joyeuse que d'habitude parce que cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, un ami nous a quittés, un vrai personnage de la gastronomie, de l'alimentation, des produits des bistrots. C'est Jean-Luc Petit-Renaud, vous l'avez su, si vous aimez la gastronomie, si vous aimez la télé qui parle de ce qui se mange et ce qui se boit, eh bien Jean-Luc va vous manquer comme il nous manque dans ce métier. Et ce matin, je vais être entouré d'amis. Au fond, d'amis de Jean-Luc, d'amis qui sont aussi souvent mes amis. Et pour une fois, et pourtant ça n'est pas l'habitude, on va faire dans la joie, pas dans les larmes de joie j'espère, pour célébrer, pour rendre un hommage à Jean-Luc Petit-Renaud. Et pour une fois, on va se tutoyer, parce que j'ai pas envie de truquer ce matin. Il y a que des gens que je connais, qu'on va avoir en studio et en téléphone. Et donc, ça va être le tutoiement de circonstance. D'ailleurs, Jean-Luc n'eut pas voulu que nous vous voyissions. Voyons. Enfin, je ne sais même pas comment on dit d'ailleurs. Non, que nous vous voyions. Bon, enfin, peu importe. Vous avez entendu Gilles Pudlowski. Bonjour Gilles. Bonjour Vincent. Et dans un instant, on va se mettre dans l'ambiance. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Gilles Pudlowski, le petit Pudlot qui est devenu grand, quand même. Oui, je suis un influenceur digital. Finalement, commence à être pris au sérieux, là. Oui, d'autant que vous êtes un peu comme moi. Vous êtes un de ceux qui ont mis... maintenant, tu vois. Ouais, voilà. Tu vois, c'est terrible. Tu vois, Gilles, je dis, t'es un peu comme moi. On s'est mis au digital. C'est pas notre culture de base. Ouais, mais on s'y est mis facilement. Moi, ça fait quand même 14 ans ou 15 ans que j'y suis. Donc voilà. C'est ça. J'avais un fils qui était dans le digital avant moi, et qui était vraiment un vrai pro digital, qui m'a obligé, il m'a dit, papa, tu vas pas être ringard. Il t'a poussé aux fesses. Voilà, il m'a obligé, voilà, je suis là, je suis avec vous là. Alors Gilles Pudlowski, c'est les pieds dans le plat depuis un moment aussi. Oui, 15 ans. Ça fait un moment que tu mets les pieds dans le plat. 14 ans et demi, oui, c'est pas mal. Et puis le petit Pudlot des bistrots, et c'est... Plutôt, alors, à ce titre que tu interviens aujourd'hui, puisque parler de Jean-Luc Petit-Renaud, c'est obligatoirement parler du bistrot. C'est les bistrots, c'est les comptoirs. Tout à l'heure, on en parlera avec le prince du comptoir que tu as à gauche, là, qui s'appelle La Fontaine. Mais c'est vrai que moi, Jean-Luc, je l'ai connu en 83, je crois, donc ça fait... 40 au tout début, quoi. Au début, 40 qui était à France 3 ouverte, des trucs comme ça, ou France Bleu ouverte plutôt, et des chroniqueurs. Et moi, j'étais frappé par son élocution extraordinaire. Il avait de ce côté Planchon, Maréchal, Lucchini, Arditi, et il parlait de la saga des bistrots, la légende du bistrot, le grésillement de l'andouillette avec la moutarde qui défilait, et puis le Beaujolais qui tombait goutte à goutte. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai fait des voyages magnifiques avec lui. On est allé voir René Besson d'Ibobos à Château-Lardière. On a fait Lyon avec lui, avec Jacques Marien. Enfin, on a des souvenirs de ville comme on a des souvenirs d'amour, comme disait Larbeau. Et c'est vrai que on a tous pleuré la semaine passée et on pleure encore. Et moi, je suis un peu bloqué. Je me dis, j'étais son jumeau astral. Là, on avait 3 semaines ou 20 jours d'écart. Et on avait Monsieur Loiseau, Bernard Loiseau, qui était juste après nous, quelques jours après. 20 jours aussi après Jean-Luc, et c'était l'époque où je démarrais, j'ai toujours l'impression de démarrer, et je me rigole toujours, mais je rigole un peu moins maintenant parce qu'il est plus là. Oui, parce que très honnêtement, je te connais bien, Gilles, t'as le cuir assez épais. Et là, je t'ai vu très affecté depuis une semaine. Vraiment, ça t'a meurtri le départ de Jean-Luc. Oui, parce qu'on se dit on est les prochains à partir, et puis je me dis, il était mon cadet de 20 jours, donc pourquoi lui, pourquoi pas moi puis c'est les hasards de la vie, c'est comme ça. Je veux dire, ça fait des années qu'on en parle. Il y a une blague que je cite toujours lorsque je vois un coup de rouge ou un coup de blanc qui soit bon. Je dis toujours, c'est une phrase de Jean-Luc qui disait ça, c'est un vin s'injectant l'intraveineuse. Donc Jean-Luc, c'était le contraire du chroniqueur bien pensant. Vous voyez à qui je pense là, les gens qui font de la radio et qui sont éco-responsables. Jean-Luc, c'était tout sauf éco-responsable. Il était éco-irresponsable. Éco-irresponsable, il était extraordinaire. Moi, je l'aimais d'amour, Jean-Luc. J'ai toujours rêvé de faire un truc
trucs avec lui, enfin l'émission de radio, je veux dire. Lui, il aurait fait le convive, joyeux convive, j'aurais fait le convive grincheux. C'est un truc de Simon Bleu de Courtine dans le Cuisine de France il y a 40 ans, ou 50 ans même. Et Jean-Luc, c'était quelqu'un qui vivait vraiment sa passion. Et lorsqu'on écoutait à la fin d'une émission de radio de Jean-Luc, on se précipitait sur sa calendos, ouais, sur le frigo ou sur l'armoire. Sur le frigo, absolument. On allait au bistrot du coin pour s'en jeter un petit derrière la cravate. Alors, s'en jeter un petit derrière la cravate, occupation très saine et qui va nous animer ce matin, puisque, comme tu le disais il y a un instant, Fontaine est là. On a fait venir Alain Fontaine, le président des maîtres restaurateurs, mais surtout bistrotier au Mesturé à Paris. Oui. Bonjour Alain. Bonjour Vincent. Alain, je t'ai demandé d'être là pour cet hommage à Jean-Luc parce que Jean-Luc est indissociable. Alors on le sait, hein, de la restauration, et pour ceux qui le regardaient dans ses escapades et dans toutes ses autres émissions, les cartes postales, etc., on voit que c'était un arpenteur du terroir et de la terre de France où qu'elle fût, mais c'était surtout un pilier de comptoir, c'est-à-dire quelqu'un qui aimait être au zinc parce qu'il aimait les gens, et dans l'idée du bistrot à la française, c'est cette proximité avec l'autre, cette religion de l'humanité au comptoir. Oui, il aimait clairement cette convivialité. Ça a été pour nous très important dans les bistrots parce que il y a très peu de gens à l'époque où il commence, où on en parle. Il y a très peu de gens qui parlent des bistrots et des cafés. On parle beaucoup de la gastronomie, de la haute gastronomie. On parle de grands chefs qui sont des grands chefs. On parle des étoiles, on parle des tocs, et voilà. On ne parle pas de ce qu'il y a dans l'assiette. On ne parle pas de ce qui est populaire et ce qui touche en fin de compte la plus grande majorité des Français, car ceux qui peuvent aller dans les restaurants gastronomiques sont plutôt rares. Par contre, tous les Français vont au bistrot, au café, que ce soit pour prendre un café ou un sandwich. Et c'était l'homme qui a permis de ne pas nous faire oublier. Parce que la disparition des bistrots et des cafés, on la connaît, elle est forte, mais heureusement qu'il y a eu des gens comme lui, comme Lebey, et puis aujourd'hui comme Gilles, ils ne sont pas bistrotiers, mais ils relaient, et Jean-Luc Petit-Renaud le faisait très bien, ils relaient ce qu'on est vraiment. Et ce qu'on est vraiment, c'est de l'humain. C'est de l'humain, c'est du convivial, c'est pas de la nourriture. Il y a de la nourriture, il y a des cafés, il y a des verres de vin rouge, mais c'est du social. Et Jean-Luc Petit-Renaud a permis ça pendant des années, à faire ce relais entre notre métier et les téléspectateurs ou les auditeurs. Et ça, c'est important. Et pour toi, Gilles Pudlowski, qui te trimballe à droite, à gauche, toi aussi, tu tournes beaucoup en France. Le métier, il est là. Ce métier de saltimbanque des cuisines et des salles de restaurant, il a su en planter le décor, Jean-Luc Petit-Renaud, parce que à une époque, alors il y a eu Coff, hein, à peu près, Jean-Pierre Coff, mais Jean-Pierre Coff, il était en studio à Paris. Oui, Jean-Pierre Coff, il avait ce côté un peu chic, un peu parisien, quand comédien, même. Voilà, très parisien, très mondain. Voilà, il était pour la modestie de grand personne, hein, c'était un peu son credo, son manteau, son mantra. Jean-Luc, c'était vraiment l'homme des comptoirs, l'homme de l'amitié. Cette phrase de Blondin qu'on cite souvent, c'est que le zinc est le seul métal conducteur d'amitié. Et Jean-Luc, il le vivait. Et c'est vrai que je me souviens de ce guide du casse-croûte qu'il a fait. Moi, j'ai fait avec lui en 89, donc ça date pas d'hier, un guide qui s'appelait le guide Pudlowski, parce que c'était sous mon nom, hein, des villes gourmandes. Avec Jean-Luc, on a fait Clermont-Ferrand, on a fait Marseille, on a fait Rennes, on a fait plein de villes. Et puis, il était là, il rigolait. Puis, en plus, il faut dire un truc, il se moquait quand même des gens avec un brio exceptionnel, nous faisait rire. Il y a une dame qui lui parle dans un restaurant à Rennes, je dirais pas le nom du restaurant, mais je crois qu'il existe toujours. Ouais. Il donne un petit coup d'assiette, à 2 couteaux sur la tête, il dit ça sent l'assiette cassée. Et puis il disait pense sur le cucu, madame. Voilà, ça c'est des conneries. Bon, aujourd'hui c'est même politiquement incorrect de dire ça, mais quand on n'est pas en France Inter, on va dire ce qu'on veut. Non. Ouais, non, mais voilà, tout ce que j'ai envie. Alors oui, mon cher Vincent, on parle vrai ici, c'est que radio. Hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression de me réincarner. Bon, c'est mon frère de lait, hein, Jean-Luc. J'avais 83, ça fait... Enfin, j'ai commencé quand je l'ai connu, on travaillait ensemble dans un guide que je ne l'aimerais pas, mais on a démarré après tous les deux, et lui, il est parti de son côté, il avait genre le semaine du goût, il faut quand même rappeler tout ce qu'il a fait. Il a fait le guide du casse-croûte, et c'est des choses, ce qu'a dit à la Fontaine, moi je bois ça à la source de la Fontaine, hein. Quand il parle, il est formidable, et
c'est vrai que Jean-Luc, ça a été l'incarnation du bistrot français, de la casse-croûte à la française, de l'auberge de campagne. Il parlait pas tellement des toilettes, ça l'emmerdait, les étoiles. Franchement, la cuisine lexique, où il faut qu'on vous explique ce qu'on mange. Maintenant, vous allez partir en voyage. C'est un menu comme ceci et comme cela, voilà, et les amuse-gueules, les amuse-gourmands, enfin bref, tout ça nous emmerde. Donc nous, ce qu'on aime, c'est la vraie cuisine. Et Jean-Luc, ce qu'il défendait, c'est ça. Et moi, aujourd'hui, quand je fais le guide des bistrots, ben, quelque part, je me dis, je suis un usurpateur, parce qu'en fait, c'était Jean-Luc qui faisait ça. Je pris un peu sur le jeu, mais c'est qu'on le faisait ensemble. Donc, non, mais on peut être à plusieurs pour bâtir un plusieurs, édifice quand même. C'est vrai qu'il le faisait tellement bien, et puis c'est un comédien qui avait tellement de talent, c'était un peu Lucchini du métier, le Harditi. Il avait commencé au théâtre en tout cas. Absolument, Maréchal, Blanchon, il c'était toujours. Et moi, je suis admiratif, je pense toujours à lui. Et aujourd'hui, je me repasse sur les trucs les archives de l'INA. J'en ai repassé une avec Loiseau, on les voit tous les deux en train de faire les cons. Ils sont formidables tous les deux. Et ils font les cons, mais ils disent des choses passionnantes et intéressantes et importantes. Des cons intelligents. Et intelligente, bien sûr. Il y a des cons. Faire le con, il faut être intelligent. Voilà. Mon cher Alain Fontaine, tu as aujourd'hui la charge de rappeler que le bistrot français a été versé au patrimoine immatériel français, en attendant peut-être d'aller au patrimoine mondial, si le dossier est instruit. Il faut dire aujourd'hui que Jean-Luc Petit-Renaud a sa part énorme là-dedans, parce que c'est lui qui a remis en lumière cette cuisine de nos villages, de nos auberges. Il a semé les graines. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça a permis, quelqu'un comme Jean-Luc Petit-Renaud a permis de garder ce lien avec les Français. Autrement, il y aurait beaucoup moins de bistrots et de cafés aujourd'hui. Donc c'est très important que des gens de cette qualité-là, de cette qualité verbale, mais de cette écriture aussi, de cette plume, parlent des bistrots et des cafés. C'était nécessaire. Et en même temps, c'était quelqu'un de très convivial. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a longtemps maintenant, il était fatigué ce jour-là, il venait de je ne sais quel restaurant ou d'un voyage ou autre, il est rentré dans mon restaurant, il m'a dit « Alain, je peux m'allonger sur une banquette ». Alors, il savait où il allait s'allonger, une banquette que personne ne voit, et il s'est allongé, il a dormi 1 heure là. C'était ça aussi, Jean-Luc Petit-Renaud, c'était cette capacité d'être très simple. Et, partout chez lui, quoi. Et partout chez lui. Et c'était ni obséquieux, ni... Voilà, il était bien et on avait envie d'être avec lui. C'est clair que c'est quelqu'un, vous avez envie de boire un coup avec lui sur le bord d'un zinc, clairement. C'est pas donné à tout le monde, ça. Allez, ce matin, Ferniaud fait le marché, c'est un peu les copains d'abord. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, vous savez où il est. On va se succéder ici au micro, les copains de Jean-Luc, pour lui rendre cet hommage qui est bien le moins qu'on pouvait faire. À tout de suite. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Jean-Luc Petit-Renaud est avec nous ce matin. Oui, il est avec nous, il plane au-dessus de cette assistance et il se marre bien en nous voyant, nous, verser nos larmes sur son absence. Aujourd'hui, les copains de Jean-Luc, ils sont là autour de cette table et on va en avoir d'autres au téléphone. Nous a rejoint avec Gilles Pudlowski et Alain Fontaine, Philippe Toinard. Bonjour Philippe. Bonjour Vincent. Philippe Toinard, alors qu'il lui aussi est journaliste gastronomique, auteur, enfin un gars du métier, quoi. Parce qu'on est ce matin, la règle, Philippe, c'est pas ce qu'on a fait la dernière fois, on se tutoie, okay, parce qu'on se connaît tous, et puis qu'on voudrait pas avoir l'air de faire n'importe quoi sous le regard de Jean-Luc de là-haut. Alors Philippe, il faut dire que au début, toi, tu as carrément été un bébé Petit-Renaud, quoi, dans le début de ta carrière. Moi, j'ai eu 2 vies avec Jean-Luc. La première, c'est que je le connaissais pas du tout et j'étais un communicant et je travaillais, comme l'a dit tout à l'heure Gilles, sur l'organisation de la Semaine du Goût. C'était mon premier métier juste après l'armée, donc c'était en 93. Et un jour, en réunion, déboule donc Jean-Luc Petit-Renaud, que je ne connaissais pas, mais qui avait donc inventé le concept d'abord de la Journée du Goût, devenue la Semaine du Goût. Et j'ai travaillé dans l'agence qui appartenait au groupe Havas pendant 6 ans à organiser cette journée du goût. Donc, pas une mince affaire. J'attribuais les écoles à tous les chefs, je leur offrais un cartable, des pins, enfin voilà, c'était une époque. Et on faisait plein de réunions
en province pour pouvoir faire la bonne parole de cette semaine du goût. Et j'ai accompagné Jean-Luc, je pense, 30 fois chaque année pendant 6 ans. On partait le tôt le matin. Ça devait pas être triste. Voilà, c'était pas triste. La réunion avec les chefs et les artisans avait toujours lieu à 15h et on partait toujours vers 6h30 du matin. Ouais. Parce qu'il avait des adresses à faire là où on allait, forcément. Bien sûr. Donc il connaît ça plus de l'eau. Hein. on maximise un peu le voyage. Hein. C'est-à-dire qu'on rentre les étapes, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Voilà, c'est plus à faire. Et puis, et voilà, moi j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, j'ai changé d'agence, etc. Et on continue à se voir. J'ai passé des week-ends à Barfleur dans sa maison en Normandie. Je passais à Meudon, etc. Et un jour, il me dit, mais t'en as pas marre de faire ce métier, là, de rouler avec ta voiture de... Oui, je pense qu'il pensait que c'était un métier à la con. C'est sûrement ça qu'il a dit. Hein. Et de rouler avec ta voiture de fonction, d'avoir des belles assistantes, etc. Change de vie. Et il m'a dit, tu sais manger, tu sais boire, maintenant il faut que tu le racontes. Tu mérites mieux. Et je lui dis, bah oui Jean-Luc, mais je peux pas passer d'un statut de cadre, on va dire, dans la communication, à celui de pigiste. Et en fait, l'idée a trotté pendant plusieurs années. Et alors, j'avais changé d'agence et un dimanche, parce que je travaillais à l'agence le dimanche, il fallait vraiment être un peu taré quand même. J'entends mon président, qui lui aussi venait travailler le dimanche. Et je me suis levé, je suis rentré dans le bureau de mon président et je lui ai dit, je démissionne. Il m'a dit, mais vous voulez de l'argent, des indemnités? Je dis, non, pas du tout, je m'en vais. Dis donc, pars. Philippe. Et j'ai appelé Jean-Luc. Au revoir, président déguisé en poussin, c'était toi, alors? C'était pas moi. Ah bon, d'accord. Et du coup, j'ai fait mon préavis, je suis parti, j'ai appelé Jean-Luc et je lui ai dit, bah, je vous ai entendu, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il m'a fait travailler pour le guide Petit Renault des Bonnes Maisons, c'est mes premiers articles. Et après, il m'a ouvert des portes. J'ai commencé dans une radio qui s'appelait Paris FM 95.2. Et pour vous dire, quand vous disiez que j'étais son petit Renault, en fait, le directeur des programmes de Paris FM 95.2 avait appelé Jean-Luc pour lui proposer le poste. Et Jean-Luc lui a dit, bah non, à ce moment, je suis à France Inter. En revanche, j'ai un petit poulain, ça serait bien de le lancer. Je vais t'envoyer Philippe, tu vas voir. Voilà, donc je lui dois d'avoir changé de métier et qu'il m'a mis le pied à l'étrier. Ce qui est incroyable, Alain Fontaine, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de ce rôle social du bistrot. À travers tout le travail, les œuvres de Jean-Luc Petit-Renault, l'humain est au cœur de tout. C'est-à-dire qu'il disait toujours, moi, une assiette, un plat, goûter un truc, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est sentir le type ou la bonne femme qui est derrière. La gueule derrière. Ouais. Oui, parce que le bistrot, si tu veux, c'est la vie. Hein, c'est la vie de l'humain, c'est la vie. Et je pense que ce qui se passe au bistrot, c'est le sel de la vie. C'est le sel de la vie. Et Jean-Luc Petit-Renault, c'était ça. C'était sel de la vie. C'est-à-dire qu'il rajoutait cette chose-là, le sel de la vie. Le sel de la vie, c'est un peu ça qu'on recherche. Gilles, toi qui passes ta vie sur les routes, aller tester des restaurants partout, qu'est-ce que tu recherches encore? Quel est le thrill, comme on dit, le frisson que tu recherches quand tu rentres dans une maison? L'émotion, elle vient souvent de l'assiette, de la joliesse de l'assiette, de l'esthétique, du goût, bien sûr, et la gueule des gens qui sont derrière. C'est vrai que s'il y a juste l'esthétique et qu'il n'y a pas la gueule, donc qu'est-ce qu'on cherche? C'est l'âme, hein, tout bêtement. On cherche l'âme derrière l'assiette et puis on cherche à se faire plaisir. Et le frisson de plaisir qu'on peut avoir, c'est un frisson de sensibilité. Une bonne bouffe faite par un crétin prétentieux, bah c'est pas une bonne bouffe, quoi. Ouais, parce que Jean-Luc, il disait souvent que, en définitive, la perfection, c'est emmerdant. C'est chiant, absolument. C'est emmerdant. Absolument. Il y a un 3 étoiles, on dit toujours en rigolant qu'il est tellement parfait qu'il finit par dire chiant, quoi. Voilà. Oui, chiant. Alors que la faute, Philippe Tonard, la faute, l'erreur, ça peut être charmant. Au contraire, en fait, dans le plat, dans l'assiette. C'était ça qu'il aimait mettre en avant, comme le disait Alain, c'est-à-dire qu'on pouvait lui faire goûter 2 jambons persillés, admettons un champion du monde et un neutre. S'il y avait, comme l'a dit Gilles, s'il n'y avait pas d'âme derrière le jambon persillé à la perfection fait par un champion du monde, mais que derrière, le jambon persillé d'à côté était un peu moche, mais qu'il avait du goût et que derrière, celui qui l'avait fait, c'était le cousin de la tante de celle qui avait des cochons à 30 km. Voilà, ça le faisait kiffer parce qu'il avait une histoire à raconter sur le jambon. Ouais. Du coup, c'était ça son idée. C'était, comme le dit Gilles, l'imperfection lui faisait finalement assez plaisir parce que derrière l'imperfection, il y a les êtres humains. Et une fois qu'il avait trouvé le petit truc dans l'œil de l'être humain, il partait là-dessus et il pouvait vous en parler pendant 1 heure et vous dire que ça devenait du coup le meilleur jambon persillé du monde.
parce qu'on a parlé de cette origine théâtrale, puisque c'est sa première formation. C'était un raconteur d'histoire. Ah, Gilles, il veut dire un truc. Non, là. Vas-y, je le vois bien, Gilles. Ce que dit Philippe tout à l'heure est formidable, parce que c'est exactement quand je vois des chefs, je pense à Jean-Marie Vézilière ou des Lorten que tu connais, qui fait un peu le gros aubergiste sympa, grand, immense, et je lui ai dit, il faudrait faire attention. Il dit non, avec la cuisine que je fais, j'en comprendrais pas, j'étais maigre. Ou il y avait Deauville à Nancy, des gens qui étaient... Chaque fois que je voyais, ou Saint-Martin, dans la Tarbes, oui, dans les Hautes-Pyrénées. Comme ça, je dis, ça, c'est un gars pour Jean-Luc. Et souvent, je l'appelais, je lui dis, il faut que tu ailles chez un tel. Et Vizili, je l'avais envoyé un jour et demi, il restait 3 jours et demi, avec les cigares, le coup de pinard, la côte de bœuf, etc. Puis il s'est baladé partout, dans les fermes et tout. Et moi, j'ai dit, il y a des gens pour Jean-Luc. Comme il y a des paroles à la Audiard, Jean-Luc, il a créé un genre avec des gens particuliers. Quand le genre a une bonne date, c'est que c'est un genre... Il lui fallait des petit ténors. Ronaldien. J'avais employé le terme petit Ronaldien. Petit Ronaldien, c'est le profil du cuisinier. Voilà. Ou de la cuisinière qui aurait plu à Jean-Luc, c'est-à-dire des gens avec des fortes personnalités. Voilà. Puis des forts en gueule, quoi. Sympa, joviaux, voilà, des grandes gueules. Vas-y. Non, on peut ajouter que ce qu'Alain disait tout à l'heure sur le fait qu'il a toujours mis en avant les bistrots, il a fait aussi une chose, et ça rebondit sur ce que vient de dire Gilles, il est un des rares. On disait que Paul Bocuse avait dit à propos des chefs qu'il les avait aidés à sortir de leur cuisine. Jean-Luc, il a aidé les artisans et les producteurs à sortir de leurs ateliers, de leurs vignes, de leurs labos, etc. Et c'est la première fois, et d'ailleurs on les voyait toujours un peu timides quand on regarde les émissions de l'INA, parce qu'ils se demandent un peu ce qu'ils font là, mais ils sont hyper contents d'être là. Ils sont hyper contents de présenter un fromage, de présenter un 5%, de présenter un saucisson. Voilà, et c'est peut-être c'est pas parce qu'il est auvergnat qu'il faut dire 5%. Il y a quand même d'autres crus en France que le 5%, faut pas déconner. Non, mais il avait cette qualité de mettre en avant les artisans qui n'avaient, eux, jamais été mis en avant, ou très peu. En revanche, si on cite le 5%... À Châteauguay. Alors, non, mais on va dire mieux. On va dire que le deuxième ou le troisième amour de Jean-Luc dans la vie, ça a été le Sancerre. De Lucien Crochet. Et de Lucien Crochet. Attendez, moi, je veux quand même faire une parenthèse, mes enfants. J'ai assisté, et je m'en vante, au baptême de sa fille Louise, qu'on connaît, Louise Petit-Renaud. J'ai assisté à son baptême il y a 34 ans, 35 ans, je sais plus, voilà, quelque chose comme ça, dans la cave de Pierre Lapouge, qui était vigneron de Chanture et à Châteauguay. Quand même, c'est quand même extraordinaire, ça. Assister dans cette... Des vins d'Auvergne. Déjà, c'était miraculeux à l'époque. On en parle plus maintenant, mais à l'époque, les vins d'Auvergne, ça passait sous silence. S'il n'y avait pas eu Petit-Renaud pour en parler. Ouais, et puis en plus, non, mais le baptême, vous vous rendez compte, faire baptiser sa fille dans une cave, ça se fait plus aujourd'hui. Ah, c'est merveilleux. Voilà. C'est mieux que dans une crèche, c'est sûr. Non, mais c'est bien. La cave à vin, moi, je trouve que ça lui ressemble, c'est merveilleux. Juste un mot, Philippe Toinard, le verbe. Parce qu'au fond, si on s'interroge sur le vrai métier de Petit-Renaud, c'était pas vraiment de savoir déguster, c'était de savoir mettre des mots sur les émotions qu'il ressentait. C'était de savoir raconter, justement, le Pierre, la Louise, la Marie-Claude, enfin voilà, parce qu'il aimait bien mettre des le et des la devant. Ah bah oui, c'est de terroir. Vous rajoutez donc un verbe, une culture générale et un vocabulaire absolument incroyable pour décrire les choses. Le meilleur bruiteur du monde, sans doute. Dans l'imitation du glou-glou des casseroles. Le bruit du Beaujolais. et vous avez un théâtre de gourmandise qui s'offrait aux gens, et je crois que c'est pour ça. Il y a beaucoup de gens depuis une semaine qui nous disent ce qui était bien avec Petit-Renaud, c'est que même si on n'avait pas faim, qu'on n'était pas des gourmands, une fois qu'on avait entendu à la radio, il fallait qu'on aille bouffer un truc. Voilà. C'était le mimétisme amoureux de la bouffe. Andouillat sauce moutarde. Et j'ajouterais, si tu es d'accord, Philippe, une gestuelle incroyable, comme un mime, comme un funambule parfois, une élégance des gestes avec ses mains. Parce qu'il a été clown. Oui, c'est ça. Un vrai clown, ça a été son métier. Clown et mime, et je veux dire, ça l'a suivi toutes ses émissions de télé, la façon dont il rentrait, tel un funambule sur un fil comme ça, personnage léger, mais en même temps extrêmement attachant. Les amis, restez encore avec moi parce que des moments comme ça nous fait prolonger Jean-Luc. On se retrouve dans une minute. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Hommage à Jean-Luc Petit-Renaud ce matin, c'était bien le moins dans cette émission Les Copains d'abord. Autour de la table, Gilles Pudlowski, le petit Pudelot, comme on l'appelle aussi, Alain Fontaine, le président des maîtres restaurateurs, et également le Mesturet à Paris, un sacré bistrot, un sacré zinc, et aussi Philippe Toinard, qui est journaliste gastronomique, un confrère, mais qui a bien connu Jean-Luc, puisqu'il a fait même ses débuts. Ah oui, ça rajeunit pas, Philippe. Ah non. Eh non, évidemment. Et au téléphone, eh bien, j'en ai un vieux de la vieille, si je puis dire, pour parodier le titre de ce film, qui a connu Jean-Luc, et plus qu'à ses débuts, je crois, avant tout le monde. C'est Christian Vabray. Bonjour, Christian. Oui, bonjour Vincent. Christian Vabray. Bonjour, D'abord, il nous fallait un Auvergnat. Il fallait un vrai Auvergnat dans l'émission. Oui, quand même. Puisqu'on le rappelle, Jean-Luc Petit-Renaud, Clermontois, donc Clermont-Ferrand, mais de famille bourbonnaise, un peu plus haut, un peu plus vers le nord-est de l'Auvergne. Et là, on a un gars d'Aurillac. Voilà, parce qu'on est dans le Cantal, c'est l'Auvergne aussi. Christian Vabray, si vous le connaissez pas, c'est un grand boulanger français, meilleur ouvrier de France, créateur de la Coupe du Monde de boulangerie, et puis les écoles Vabray. Mais ça a surtout été un petit gars qui a servi de chauffeur à Petit-Renaud quand il partait sur les routes d'Auvergne. On est d'accord, Christian ? Ah oui, et c'est vrai que c'était d'abord très agréable d'avoir comme compagnon de route Jean-Luc Petit-Renaud, et c'est surtout qu'à cette époque-là, surtout au début, quand bien sûr on s'est connus et qu'on est parti en vadrouille, il était en train d'éditer, de vouloir écrire ce fameux guide du casse-croûte, un des premiers, et donc il lui fallait des adresses. Donc au moins je peux avoir le mérite de dire que les adresses du Cantal, j'allais les lui chercher, et qu'on partait après qu'il soit arrivé à l'avion d'Aurillac, on partait tous les deux et on faisait les bistrots, les auberges et tout ce qu'on peut imaginer à une époque où ça existait encore. Et Jean-Luc, bien sûr, avait une manière extraordinaire d'abord de rentrer dans ses auberges. Partout chez lui, tu veux dire ? Exactement, on s'est fait refuser. Il y a des endroits, je me rappelle, une dame qui faisait des puntis qui nous a regardés, et pourtant on l'avait averti, en me disant non, moi je suis en train de travailler, et repartez. Et Jean-Luc, il voulait pas partir parce que il voulait voir la recette. Évidemment. Des gags permanents, quoi. Voilà. Ou une autre. Je t'écoute. Une petite dame, quand on est rentré, elle venait de refaire un coup de peinture à la maison, au restaurant, et on lui avait déplacé la pendule. Et la pendule ne fonctionnait pas. Et pourtant, on avait averti qu'on venait, c'était Jean-Luc Petit-Renaud, chroniqueur gastronomique. Elle le regarde et dit « vous savez pas réparer la pendule, vous ?» Et voilà, moi, Jean-Luc, en train de réparer la pendule. Les doigts dans le mécanisme. Incroyable. Christian, ce qui est incroyable aussi, c'est que moi, je suis très attaché aux mots, comme nous tous autour de cette table, parce qu'on en fait usage autant qu'on peut. Toi, tu es boulanger, vraiment, c'est ton métier. Curieusement, quand on dit casse-croûte, évidemment, on pense au pain. Quand on dit les tartines gourmandes, on pense au pain. C'est-à-dire que le pain a traversé, et toi aussi, la vie de Jean-Luc Petit-Renaud. Complètement. Jean-Luc, en plus, il m'adorait parce que j'avais été, justement, dans les premières années, un des premiers à rallumer les fours, tu sais, dans les campagnes. Oui, bien sûr. Ces fameux fours banaux qui servaient aux villageois. Et comme j'avais été un des premiers, il disait à tout le monde, regardez, c'est l'homme qui est capable de faire la Coupe du Monde d'un côté, et puis d'aller mettre la paille réveiller les levains pour... Et du coup, pour quelques-unes de ces émissions, en tout cas, on a fait de la folie de se réunir autour de ces fours banaux, et chacun apportait son plat, et on le cuisait, et bien sûr, on le dégustait bien arrosé. Alain Fontaine, dans les bistrots, puisque c'est je dirais que c'est ton cheval de bataille, dans les bistrots, le pain, ça reste important. C'est très important. C'est très important parce que d'abord, on a des plats en sauce, donc on sauce. C'est quelque chose qu'on voit pas dans d'autres pays. Le pain fait partie du repas, si tu veux. Alors,
Il y en a qui en mangent beaucoup, il y en a qui en mangent peu, mais et puis il y en a qui le goûtent vraiment. Il y a des gens qui sentent le pain, pain soit qui craque, soit qui se découpe bien, mais le pain fait vraiment partie intégrante du repas. Et il est regrettable qu'aujourd'hui il y ait des gens qui parlent du pain comme élément qui pourrait être contre notre santé, ce qui est faux, complètement faux. Oui. On a besoin du pain dans nos repas, clairement. Puis c'est notre sucre lent à nous, hein, c'est notre sucre lent à nous. Les Occidentaux. Voilà, les Italiens ont les pâtes, nous on a le pain, et le pain c'est une sorte de cuillère à un moment donné dans les bistrots, dans vos lentilles, dans votre potée, ça vous sert un peu de cuillère aussi. Hein. Philippe Toinard, c'est drôle parce que Alain disait on sauce. Jean-Luc, tu peux en témoigner, il faisait pas semblant sur les tournages. Moi, j'ai été avec lui sur des tournages. Non, parce que parfois, ça pinaille, on dit on va refaire la prise. Non, lui, il y allait gaiement. C'est-à-dire, je me suis toujours demandé où est-ce qu'il mettait tout ça. Parce que... Surtout avec ce corps d'une finesse incroyable, oui, et il avait de bons gènes. Il était élancé, il était élégant. Il avait toujours des tenues, des vestes oranges, des pantalons roses. Il avait tout ça, et il avait un physique effectivement pas bedonnant du tout. Et il faut voir ce qu'il pouvait manger dans une journée. Enfin, Christian peut en témoigner parce qu'on a fait 2-3 tournées à Aurillac. Entre aller passer chez les frères Meignier pour se taper de la viande, ensuite aller manger un chou farci, je crois que le village c'était Vezac ou quelque chose comme ça, revenir et remanger du pain avec Christian, mais dans une journée c'était incroyable le nombre de calories qu'il pouvait ingérer, et jamais sans rechigner, quoi. C'était oui, c'est ça, sans mauvaise naturel. Conscience. Ah non, aucune. Mais alors là, on est à l'école Petit Renaud. Ça, c'est vraiment quand je regarde Gilles Pudlowski, qui certes n'a pas la ligne absolument impeccable d'un Jean-Luc, mais enfin, vous êtes loin d'être bedonnant. Tu as bénéficié de cette façon d'aborder, parce que parfois tu fais 3 ou 4 repas à l'heure du déjeuner. Attention, non, c'est une ascèse. En fait, je dis toujours que le marathonien ne court pas comme un sprinter, et quand on fait ce boulot, on est marathonien. Donc Jean-Luc, il mangeait le matin, il mangeait pas le soir. Et quand je dis le matin, c'est-à-dire qu'il a démarré au blanc le matin, donc tartine de Cantal. Au zinc, quoi. Je l'ai vu quand même. Je l'ai même vu dans une ferme auberge dans les Vosges. Il y avait un vin qui était à moitié pratiquement pas buvable ou très peu, et je lui ai dit mais pourquoi pas ça, tu vas être malade. Il fait grimace, il faut le voir, faut être poli avec les gens, faut le voir. Donc je veux dire mais le soir il mangeait pas, donc il faisait quand même attention, mais bon, c'est vrai qu'il a un peu abusé de la buvide. On adore ça. Enfin, moi, mais on a quand même fait attention. C'est-à-dire que Jean-Luc, on avait un peu le même tailleur, d'ailleurs, s'il n'existe plus aujourd'hui, je ne sais pas si on peut le nommer, là, et qui faisait les fameuses vestes forestières qu'utilise notre ex-ministre de la Justice, monsieur Desbrois-Moretti, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait une élégance dans ce qu'il faisait, et qui contrastait en quelque sorte avec l'endroit où il se trouvait. Il faisait un peu dans les endroits à la Maïté, si je puis dire, vous avez compris. Il était là, il arrivait avec ses fameux costumes d'Ardis, ça ne pourra pas le dire, et les fameux blés pantalons de toutes les couleurs, etc. Et il était formidable parce qu'il éclatait, et il a donné des couleurs. Et alors, il buvait, il mangeait, il rigolait, il mangeait un petit bout, mais je pense quand même que le soir, il mangeait pas. Donc c'était un peu ça son truc, hein, si je puis dire. Et il avait c'est une école d'ascèse quand même, le métier. Oui. Il y a un peu, on est un peu moine si on veut faire ça longtemps. Oui, il n'a pas été très monastique longtemps. Il a un peu abusé. Il a un peu abusé du Sancerre. Oui, mais on peut abuser. Sancerre, pas se reproche. Parce que c'est l'élégance de l'outrance. Jean-Luc Petit Renaud. C'est-à-dire qu'il avait une façon d'être outrancier avec élégance, avec élégance, avec une certaine démesure. Il arrivait parfois sur le tournage, on peut torcher, comme on dit. Mais on n'a pas été jusqu'à là. Christian, merci d'avoir été avec nous pour évoquer ses premiers souvenirs, parce que... Oui, simplement, je voulais dire que Jean-Luc, quand il a lancé ses émissions à la télévision, il m'a dit, on va faire la première chez toi, c'était un prototype là, et il a dit on va le faire dans ton école, et ça va me porter bonheur. Ça a duré plus de 20 ans. Et une deuxième chose, il était tellement malicieux que on parlait tout à l'heure du casse-croûte. On avait donc inventé ce fameux festival international du casse-croûte à Aurillac. Bien sûr. Et on avait fait un championnat de France d'omelette. Et je me rappellerai très bien
sur la tribune, hein, il y avait un podium, donc on était tous là. Les élus, quand il y a eu la Marseillaise, se sont mis au garde à vous, et nous on s'est regardé avec un regard malicieux tous les deux, un petit clin d'œil, et on a dit là on a gagné, parce que faire remettre tout le monde de garde à vous devant une omelette, ça c'était du Jean-Luc Petit-Renaud, parce qu'on en parlait après des heures, et c'est ça qui était beau dans tout ce que faisait Jean-Luc. C'était magnifique. Merci, mon Christian, de ce petit coup de fil. Ça nous fait du bien, tu sais, parce que je sais qu'il te manque énormément, mais là, il est là, hein, clairement, dans toutes ces anecdotes et dans ces histoires. Et là, j'ai passé... Parce que de l'autre côté, si on remonte en diagonale depuis le Cantal, qu'on traverse le Puy-de-Dôme, allez, qu'on passe par l'Allier, on va arriver en Saône-et-Loire. Et j'ai Frédéric Doucet, le chef de la maison Doucet à Charolles. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à Charolles? Des Charolaises et des Charolais, hein, puisque Frédéric Doucet. Bonjour Frédéric. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Ouais, ça va bien. Enfin, ça va bien, ça va mieux. Ça va mieux qu'au début, parce que le pouvoir d'évocation nous fait du bien. Je crois que Jean-Luc, il connaissait bien ton papa. Et qu'il a été un personnage important pour la famille Doucet. C'est vrai qu'on a eu la chance, il aimait la maison et on a eu la chance de l'avoir plusieurs fois à faire des émissions, et à chaque fois ça a été vraiment un plaisir, une belle rencontre, et c'est vrai qu'il faisait ça vraiment dans la toute simplicité. C'est un personnage haut en couleur, qui aimait fédérer, qui aimait aller, je trouve, à l'encontre des agriculteurs, des artisans, et ouais, c'était beau à voir, et puis dans la simplicité, ouais. Et puis, comme le disait tout à l'heure Christian, quand il parlait, ou c'est Gilles, je crois plutôt, quand il parlait d'un restaurant, d'un bistrot, dès le lendemain, ça marchait, quoi. Il y avait des réservations qui tombaient. Enfin, c'est incroyable. Nous, on l'a remarqué à chaque fois, et c'était impressionnant le nombre de réservations qui tombaient après. Le téléphone sonnait. Parce qu'il donnait envie, quoi. Tu te dis, c'est vrai que ça donne envie, ça rassure, ça fait du bien. Et puis, oui, c'était bien placé à une bonne heure où les gens, à midi, avaient faim, et puis taper la cloche avec des belles émissions, quoi. C'était cool. Taper la cloche. Est-ce qu'on a encore le droit de dire ça aujourd'hui, en 2025, taper la cloche? C'est ce qu'on fait, on se tape la cloche. Ouais. Ah oui, toi, Gilles, on sait que tu te tapes la cloche. Non, mais c'est notre boulot de se taper la cloche. Oui, c'est ça. Avec mesure. Professionnellement. Avec modération. Avec une certaine élégance. Voilà, modération. On essaye, en tout cas. Merci, Fred. On pense à Charolles, parce qu'on parlait tout à l'heure des bouchers auvergnats, mais quand on pense à Charolles, on pense quand même au berceau de la belle viande. C'est vrai qu'il a mis en scène, entre autres, notre plaque en fonte, où on célèbre les vraies entrecôtes charolaises de 450 grammes, et ça, il aimait en déguster, un petit jambon persillé avant, des fromages du Charolais derrière. J'espère qu'il en mangeait deux, parce que 450 grammes, c'est pas assez. Et en fait, tout ça, il l'a vraiment apprécié, et moi, je le remercierai jamais assez. Et toute la famille aussi. C'est nous qui te remercions, et toute la famille Doucet. Merci Gilles d'être venu ce matin évoquer l'ami Jean-Luc. J'ai vraiment eu l'impression qu'il était avec nous. Merci Alain Fontaine d'avoir évoqué aussi cette culture du bistrot qui est bientôt au patrimoine mondial. On se battra pour, Merci. Le bistrot français. Messieurs, on se quitte une seconde. Messieurs, mesdames, parce que je sais qu'il y a beaucoup de dames qui l'apprécie. J'ai eu tellement de messages sur les réseaux sociaux à la disparition de Jean-Luc. Je garde avec moi Philippe Toinard pour aller jusqu'au bout de cette émission. On se retrouve dans 1 minute ou 2. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Les amis, je suis sûr que vous êtes comme nous ici en studio et au téléphone, ceux qui ont connu Jean-Luc Petit-Renaud, qui l'ont fréquenté, qui l'ont aidé parfois à table. Quand je dis aider, ça veut dire qu'on piquait un peu, on pinaillait un peu dans son assiette, c'est normal. On avait le droit de piquer. Enfin, et encore. Mais en tout cas, on l'a aidé à finir les plats. Oui, quand ça nous arrivait, on n'était pas malheureux.
enfin, on a été biberonné à Jean-Luc Petit-Renaud et on essaye de refaire vivre un petit peu l'esprit Petit-Renaud ce matin dans l'émission. Il y a Philippe Toinard qui est resté avec moi et on va partir ensemble sur les routes de France parce que, en fait, Philippe, toi et moi, on a vraiment été biberonnés à Petit-Renaud. Hein, c'est-à-dire que cette vocation de saltimbanque, hein, de prendre le sac à dos, d'aller se balader, d'aller dans toutes les régions, de découvrir les spécialités de terroir, c'est vraiment né un peu avec lui, hein, il faut bien le dire. Oui, et puis alors, moi, ce que j'ai dû endurer au début, mais finalement, aujourd'hui, je le remercie 1000 fois, c'est que quand il m'a demandé de travailler pour le guide Petit-Renaud des Bonnes Maisons, moi, je m'attendais à partir à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à Biarritz, dans des beaux endroits. Fous, oui. Et en fait, il me disait, alors ce week-end, parce que je travaillais la semaine dans l'agence pour la semaine du goût, et le week-end, je partais pour lui. Et il me disait, ce week-end, tu vas aller à Charleville-Mézières. Oui, bon, cela dit, si on n'est pas Rimbaud, ça peut plaire. Donc tu te dis, une fois, ça va aller. Donc la semaine d'après, j'allais à Laon, dans l'Aisne. Oui. J'allais à Verdun. Et alors le jour, il m'a dit, ce week-end, il faudrait que tu ailles faire les bonnes adresses du Touquet. Pour moi, c'était le paradis. Déjà, parce que, là, c'était... Je n'ai rien contre les habitants de Verdun, de Charleville Hôtel et de Laon. California, là. Mais le Touquet, c'était le Graal absolu. Et quand j'ai terminé par la Baule, c'était le Graal. Mais oui, il avait cette capacité à aller partout. En fait, il y avait pas... C'était pas des grandes villes. Nous, quand on devait rentrer d'un week-end à Charleville, on devait lui rapporter les adresses. Alors, ça n'est pas faire injure à Charleville, mais c'est pas là où il y a le plus d'adresses par rapport à Lyon ou à Bordeaux. Et en fait, il avait une technique. Il me disait, la première personne que tu vas aller voir, tu lui demandes où est-ce qu'elle mange. Et donc du coup, je récupérais une deuxième adresse. Et la deuxième personne chez qui tu vas aller de la part de la première, tu lui demandes où est-ce qu'elle prend ses produits. Et normalement, tu dois revenir au point de départ. Si tu ne reviens pas au point de départ, c'est que ta stratégie n'est pas bonne et qu'il y a quelqu'un qui a menti dans le lot. C'est bien ça. Ah, j'aime bien. Et j'ai toujours appliqué ça après. Parce qu'effectivement, à la fin, le dernier, mettons c'est un restaurateur, où est-ce que vous prenez votre pain, vous devez revenir à la boulangerie qui vous a dit la plus belle table, c'est là-bas. Et si vous ne revenez pas au point de départ de la boulangerie, c'est qu'il y en a un qui vous a écarté du secteur. Qui ne voulait pas vous donner ses bons plans, quoi. Toi, tu as travaillé combien de temps avec Jean-Luc ? Alors, sur la semaine du goût, 6 ans, et ensuite sur le guide Petit-Renaud, 3 ans. Après, il m'a ouvert les portes de 2-3 petits médias pour m'entraîner. Ouais. Et après, on s'est vu à peu près 2 ou 3 fois l'an, sur un peu, juste pour manger, surtout. C'était exactement ça. Et j'aimerais bien rebondir sur le mot qu'a utilisé Frédéric Doucet tout à l'heure, sur le mot fédéré. Il y a quelque chose qui me surprenait chez Jean-Luc, c'est un des rares bonhommes que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, qui a cette capacité à mettre à table. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il aime les gens. Quels qu'ils soient, il aime les gens. Quelles que soient leurs origines sociales, quelle que soit leur culture, il aime les gens. Et c'est le seul qui pouvait mettre à table, en petit comité, parce qu'il n'aimait pas les grandes tablées, il pouvait mettre Yann Kefelec ou Pierre Arditi, un boucher charcutier de passage qui lui avait passé un coup de fil, ouais. Une ménagère et Fabien Galtier, entraîneur du 15 de France, qui était un de ses voisins à Meudon. Ah oui, et voilà, il pouvait faire comme ça une tablée de gens qui normalement ne devaient jamais se croiser de leur vie. Et lui, il faisait ça pour un seul plaisir, c'était de manger ensemble. C'est ça, le dénominateur commun, c'était quand même la tortor, la cuisine. S'il y en avait un dans les 5 qui n'aimait pas ça, il restait pas. Philippe, toi tu es journaliste et puis comme tu l'as dit, tu as été communicant. Le verbe, c'est important. Pour Jean-Luc, j'ose à peine même dire que c'était important. C'était pas important, c'était tout. La façon de dire, transmettre les émotions et surtout expliquer ce qu'il y avait dans l'assiette pour ceux que nous, les pauvres béotiens, à l'époque, bon, j'ai un peu avancé en chemin aussi, mais en tout cas, pour notre profession, le verbe est super important puisque on ne peut pas transmettre, et notamment pas à l'image, le goût. Donc on est forcé de mettre des mots. C'est important pour toi. Et oui, alors les mots sont importants, et surtout il avait une double casquette qui est pas facile à mettre en place quand on fait de la presse écrite et de la radio. C'est-à-dire qu'en radio, on peut utiliser des verbes qui n'existent pas, qu'on utilise assez peu, comme glouglouter ou des choses comme ça, mais vous pouvez pas le retranscrire en texte. L'image n'est pas la même. Vous pouvez pas expliquer qu'on soulève
la casserole et qu'on regarde à l'intérieur et qu'on voit faire plouf, plouf, plouf. Bon, ben ça, vous pouvez pas l'écrire. Or, Jean-Luc, il avait la capacité à retranscrire à l'écrit ce qu'il disait à l'oral. C'est-à-dire que quand il faisait un texte sur France Inter ou sur Europe 1, et que vous retrouviez cette adresse quelques semaines plus tard dans VSD, c'était la même, mais racontée d'une autre manière avec d'autres verbes. Et c'est là où il avait un niveau de culture assez incroyable. Toi qui as beaucoup travaillé avec lui, moi j'ai souvent une question que me posent les mamans de jeunes qui veulent faire ce métier. On me dit mon fils, ma fille voudrait faire comme vous, être journaliste gastronomique. Quelle est la formation? Et je dis souvent, la formation c'est de beaucoup lire, de beaucoup se cultiver de choses diverses pour resservir en définitive les émotions. Mais d'abord savoir parler, savoir s'exprimer, c'est important. Qu'est-ce qu'aurait dit Jean-Luc à quelqu'un qui posait cette question? Que doit faire mon fils ou ma fille pour devenir journaliste gastronomique et notamment dans les médias? Être curieux des gens. C'est-à-dire que on peut quand même saluer ce qu'il a fait de sortir des chefs. Alors, quand Gilles disait tout à l'heure que la haute gastronomie l'ennuyait un petit peu, il a eu cette capacité. Alors, je ne parle pas non plus que des bistrots et des auberges, mais vous savez, les chefs qui étaient au juste milieu, c'est-à-dire des restaurateurs, on dirait plutôt, mais pas des étoilés forcément. Et d'être curieux de ces gens-là, en fait, parce que c'est ceux-là qui vont vous apporter le plus de choses, et de se dire que, enfin, on riait tout à l'heure sur les influenceurs, mais le jour où les influenceurs se rappelleront de qui était Gérard Ringel, Alain Nonnet, Jean-Marie Gaultier, des gens qui ont posé la cuisine dans les années 90-2000, après la grande génération de Bocuse et les autres. Quand on comprend ça, on comprend ensuite les producteurs, l'amour du produit, les petits chefs qui sont arrivés dans cette cour des grands. Et voilà, la curiosité, c'est ça, c'est de revenir en arrière. C'est pas vivre juste dans l'instant présent. Tout à l'heure, ceux qui étaient là disaient il aimait les chefs forts en gueule, les personnalités là. J'en ai un au bout du fil pour conclure cette émission. C'est Stéphane Reynaud, le propriétaire de Oui Mon Général à Paris, dans le 7e arrondissement. Bonjour Stéphane. Bonjour les amis. Ça me fait plaisir de t'avoir le dimanche matin pour venir apporter le mot de la fin de cette émission sur Jean-Luc Petit-Renaud que tu as bien connu. Le mot de la fin, c'est très simple. Un dimanche matin, c'était le Café Mode rue François 1er avec le bistrot du dimanche et Jean-Luc. On arrivait là-bas et on savait qu'on allait sortir rouge. On sortait, on était rouge écarlate et c'était magique. On avait l'impression de vivre plusieurs journées en une matinée. De vin, de rire et de chansons. Juste de plaisir de se retrouver. Parce que, comme disait si bien Philippe, il avait cette capacité à réunir, cette capacité à partager, cette capacité à donner de l'amour aux gens qui l'entouraient. Et ça, c'était magique. Et moi, je me souviens vraiment de ces moments, mais tellement précieux. On sortait du Café Mode et on s'est dit, on perdait la notion du temps, on perdait la notion du lieu. Voilà, on vivait plusieurs journées en une journée et c'était magique, vraiment. Tu as sorti un livre il y a maintenant quelques années, tu sais, qui a été assez déterminant pour beaucoup de cette bistronomie, qui s'appelait Ripaille, qui a été le premier d'une très belle série de livres, parce que tu es aussi auteur, Stéphane. J'aime ça, j'aime les mots comme Jean-Luc. Ça, c'est la cuisine qu'aimait Jean-Luc Petit-Renaud, quoi. La cuisine vraie, on peut dire. La cuisine de partage, la cuisine d'amis, celle qui permet aux langues de se délier et celle qui permet aux langues de dire ce qu'ils ont à dire. Donc c'est vraiment ces grosses cocottes qui sont posées sur table, qui ploutaient, comme disait si bien Philippe. Et ça, il adorait le partage. Donc je sais que Jean-Luc aimait ces gros plats, ces plats roboratifs, ces plats de ménagère, mais qui avaient une âme. Voilà, et j'aime bien l'onomatopée, parce que moi-même, j'avoue que avec le recours d'Instagram maintenant, parce qu'on est tous des Instagrammeurs, on fait des petites vidéos, des tutos, trucs comme ça, il faut trouver les onomatopées pour expliquer ce qui se passe dans les casseroles. C'est nécessaire, Stéphane, on est d'accord? C'est primordial, parce que les bruits, les odeurs, les retranscrire, c'est pas forcément simple. Donc trouver le bon mot qui va correspondre à la bonne cocotte, il faut y arriver. Et que ça fait pas le même bruit dans la fonte d'alu que dans l'inox. On est d'accord. La résonance, ça c'est la musicalité de la cuisine et c'est ce que savait si bien faire Jean-Luc Petit-Renaud. Merci Stéphane Reynaud d'avoir interrompu ce dimanche matin tranquille pour évoquer avec nous Jean-Luc Petit-Renaud. Merci Philippe Toinard
Vincent, Merci beaucoup d'être venu me voir, et tous ceux qui se sont succédés ici à l'antenne pour faire revivre. Allez, on aimerait le prolonger. On aimerait, c'est une escapade supplémentaire, tous ensemble monter dans le taxi anglais avec tous ceux qui étaient là et les autres, parce qu'il en avait des copains. Voilà les amis, j'espère que vous avez eu plaisir à écouter, revivre un instant Jean-Luc dans la voix de ses amis. Sinon, vous pourrez réécouter évidemment ce moment sur sudradio.fr ou nous regarder sur notre chaîne YouTube. Allez hop, direction, et oui, il faut couper là, direction les infos de 11h, et juste après Alexandre Devecchio en toute vérité. Un dernier baiser à Jean-Luc Petit-Renaud, le funambule de la cuisine de terroir. Bon dimanche à vous, pensez à lui. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.